Regardez-le bien, mes amis, regardez le visage de l'échec. La voix de Julien, mielleuse et cruelle, résonnait dans le silence glacial du bureau notarial. Il tenait son téléphone dernier cri, l'icône rouge de l'enregistrement en direct brillant comme une petite goutte de sang. Il filmait son demi-frère, Léo, assis sur une chaise inconfortable, le dos voûté, le regard perdu dans le vide. Cette scène est sur le point de devenir l'une des plus injustes que vous ayez jamais vues, une histoire de trahison familiale qui vous glacera le sang. Mais avant de plonger dans cette histoire incroyable, faites-moi une faveur, cliquez sur le bouton j'aime et si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous à notre famille grandissante d'amateurs d'histoire. Votre soutien nous aide à créer plus de contenu comme celui-ci. Dites-moi en commentaire de quelle ville vous regardez cette vidéo pour que je puisse vous envoyer un salut spécial dans ma prochaine histoire. Maintenant, retournons à Lyon, dans ce bureau où une vie est sur le point de basculer. L'air dans la pièce était lourd, chargé du parfum coûteux de Brigitte, la belle-mère de Léo, et de l'odeur de la victoire arrogante de Julien. Le notaire, maître Valois, un homme au visage impassible, venait de terminer la lecture du testament de leur père, un riche industriel respecté de la ville. Les mots flottaient encore dans l'air, cruels et définitifs. Pour Brigitte et son fils Julien, c'était le jackpot. Le manoir familial sur les hauteurs de Fourvière, la collection de voitures de sport, les actions majoritaires de l'entreprise florissante, des millions d'euros sur plusieurs comptes bancaires. Ils avaient tout obtenu, leur avidité à peine masquée par de faux airs de deuil. Et pour Léo, le fils aîné, le fils du premier mariage, le notaire avait lu la ligne le concernant avec une pointe d'embarras. Pour lui, son père n'avait laissé qu'une somme dérisoire de seulement 1000 euros. Un silence choqué s'installa, rapidement brisé par le rire méprisant de Julien. 1000 euros, c'est à peine le prix de mes chaussures, lança-t-il à ses spectateurs sur Instagram, zoomant sur le visage pâle de Léo. Voilà ce que ça coûte de décevoir papa. Il a enfin compris qui était le vrai fils loyal. Léo ne disait rien, ses mains tremblaient légèrement sur ses genoux. Il portait un jean usé et un pull délavé, un contraste frappant avec les costumes de marque de sa famille. Il ressemblait à un étranger, un intrus dans la pièce où se décidait son propre destin. Brigitte se leva, son collier de perles se balançant avec un mouvement calculé. Elle s'approcha de Léo, un sourire venimeux aux lèvres. « C'est terminé, Léo. La comédie est finie. » Elle lui tendit la main, paume ouverte. « Les clés. » Léo la regarda, un brouillard de confusion et de douleur dans les yeux. « Quelles clés ?» Sa voix était à peine un murmure. « Les clés du petit appartement, que mon mari te payait par pitié, » répondit-elle sèchement. « Tu n'as plus rien à faire ici. Cette famille ne veut plus de toi. Tu as 1 heure pour récupérer tes affaires. Après ça, je change les serrures. » Elle ne plaisantait pas. Son regard était dur comme de l'acier. L'humiliation était totale. Non seulement il était déshérité, mais il était littéralement mis à la rue, devant les avocats, devant la caméra du téléphone de son demi-frère, qui se délectait de chaque seconde de sa chute. Léo se leva, sentant le poids de tous les regards sur lui. Il fouilla dans sa poche et sortit un simple trousseau de clés. Le bruit métallique qu'elles firent en tombant dans la main de Brigitte résonna comme le son d'une porte de prison qui se ferme. Sans un mot, il se dirigea vers la sortie, le dos droit malgré le poids de la trahison qui menaçait de le briser. Julien le suivit, son téléphone toujours pointé sur lui. Et voilà, mes followers, le grand final. Le prince déchu quitte le château. N'oubliez pas de liker pour plus de drame familial. La lourde porte en bois du cabinet se referma derrière Léo, l'isolant du monde de luxe et de cruauté qu'il venait de quitter. Il se retrouva sur le trottoir d'une rue chic de Lyon, le vent froid de novembre, s'engouffrant dans ses vêtements minces. Les passants pressés ne lui accordaient pas un regard. Il était seul, sans argent, sans toit, sans famille. Il marcha sans but, les rires de Julien résonnant encore dans sa tête. Il avait tout perdu. Il était devenu un moins que rien. C'est du moins ce que tout le monde pensait.
Mais alors qu'il s'asseyait sur un banc froid dans un petit parc, à l'abri des regards, quelque chose d'inattendu se produisit. Loin de pleurer ou de se lamenter sur son sort, Léo plongea la main dans la poche intérieure de sa veste usée et en sortit un second téléphone. Ce n'était pas un vieux modèle. C'était un smartphone, dernier cri, noir et élégant, qui contrastait violemment avec son apparence de pauvre. Il le déverrouilla avec son empreinte digitale, fit défiler ses contacts et appuya sur un nom enregistré simplement comme le notaire. Il porte le téléphone à son oreille, son expression changeant subtilement. Le visage du jeune homme brisé et humilié avait disparu, remplacé par un masque de calme et de détermination. Après quelques secondes, une voix répondit à l'autre bout du fil. Léo parla alors, sa voix basse et claire, sans la moindre trace de tremblement. Ils ont mordu à l'hameçon. Continuez la surveillance. Il raccrocha, son regard fixé sur l'horizon. Il n'était pas la victime, il était le chasseur. Et sa belle-mère et son demi-frère ne savaient pas encore que le jeu venait à peine de commencer. Après avoir raccroché, Léo glissa le téléphone secret dans la doublure de sa veste avec un calme qui démentait la tempête qui venait de s'abattre sur sa vie. Le jeune homme brisé avait disparu, remplacé par un acteur jouant le rôle de sa vie. Pour l'instant, le plan de son père, quel qu'il soit, exigeait une immersion totale. Il devait devenir l'ombre que sa famille voulait qu'il soit. La première étape était la survie. Avec les 1 000 € du testament, une insulte déguisée en héritage, il savait qu'il ne tiendrait pas longtemps à Lyon. La nuit tombait, glaciale, et la faim commençait à tordre son estomac. Il entra dans une petite boulangerie du quartier de la Croix-Rousse et acheta un simple croissant, le premier repas de sa nouvelle vie de paria. Ce soir-là, il trouva refuge dans un foyer pour sans-abri, un lieu où la misère humaine était si palpable qu'elle en avait une odeur, pendant que Léo essayait de trouver le sommeil sur un lit de camp grinçant, entouré par les toux et les murmures des autres âmes perdues. La vie de Julien était une fête ininterrompue. Sur son compte Instagram, les stories se succédaient à un rythme effréné. Une vidéo de lui, au volant de la nouvelle voiture de sport de son père, le moteur vrombissant dans les rues de Lyon. Une photo d'un dîner extravagant dans un restaurant étoilé, une coupe de champagne à la main avec la légende « À la mémoire de papa » qui aurait voulu que nous profitions de la vie. Puis, le coup de grâce, une story filmée depuis le salon de l'ancien appartement de Léo où des déménageurs jetaient ces modestes meubles à la benne. Julien avait tagué Léo, ajoutant un commentaire cruel. « Un peu de ménage de printemps, on fait de la place pour mon nouveau studio de musique. » Chaque notification était une nouvelle lame plantée dans le cœur de Léo, mais il encaissait, son visage restant de marbre, la haine était un carburant et il en faisait le plein. Les jours se transformèrent en semaines. Léo trouva un travail de plongeur dans un petit bistrot du Vieux-Lyon. Ses journées étaient un cycle sans fin d'eau chaude, de graisse et de fatigue. Ses mains, autrefois habituées à tenir des livres, étaient maintenant rouges et crevassées. Il perdit du poids, ses joues se creusèrent et une toux sèche s'installa dans sa poitrine. Il était invisible, un fantôme au service des autres. Un soir, alors qu'il sortait les poubelles, il vit Julien et ses amis entrer dans le restaurant. Julien le reconnut immédiatement. Un sourire sadique se dessina sur son visage. Il appela le gérant et, d'une voix forte pour que tout le monde entende, il se plaignit « Assurez-vous que votre personnel est propre. Je ne voudrais pas que la misère de cet homme contamine ma nourriture. » Le gérant, intimidé, présenta ses excuses à Julien et lança un regard noir à Léo, qui se contenta de baisser la tête et de retourner à sa plonge, le cœur battant de rage et d'humiliation. Quelques jours plus tard, Brigitte l'appela. Sa voix était glaciale. « Il reste une boîte avec tes vieilleries dans la cave. Tu as jusqu'à ce soir pour venir la chercher, sinon elle part à la déchetterie. » C'était une nouvelle occasion de le rabaisser, mais Léo savait qu'il devait y aller. Il y avait dans cette boîte les quelques photos de sa vraie mère, décédée quand il était enfant.
Arrivée au manoir, Brigitte le fit attendre sur le pas de la porte comme un vulgaire livreur avant de lui jeter une vieille caisse en carton aux pieds. Dépêche-toi, tu fais tache dans le décor. Léo ne répondit pas. Il prit la boîte et s'éloigna. Ce soir-là, dans le dortoir bruyant du foyer, il l'ouvrit. À l'intérieur, sous les photos jaunies, il trouva un vieux livre que son père lui avait offert pour ses 16 ans, L'art de la guerre de Sun Tzu. C'était leur livre, celui qu'ils lisaient et analysaient ensemble. En le feuilletant, un marque-page tomba. Ce n'était pas un simple morceau de papier, c'était une carte de visite rigide d'une banque privée suisse. Au dos, une écriture qu'il reconnut immédiatement comme étant celle de son père. Il y avait une longue suite de chiffres, ressemblant à un numéro de compte, et en dessous, un seul mot, souligné 2 fois, confiance. Léo sentit un frisson le parcourir. Son père n'était pas un homme cruel, il était un stratège, un homme qui planifiait chaque mouvement avec des années d'avance. Ce testament, cette humiliation publique, et maintenant ce message caché. Était-ce possible? Était-ce un test? Le mot confiance résonnait dans son esprit. Confiance en qui? En lui-même, en son père, ou en un plan dont il ne voyait encore que les contours. Cette nuit-là, Léo ne dormit pas. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler dans son esprit. Le téléphone secret, l'appel au notaire, ce message codé, son père ne l'avait pas abandonné, il l'avait jeté dans l'arène pour une raison, il devait se battre, prouver sa valeur. La souffrance n'était pas une punition, c'était une épreuve. Pour la première fois depuis des semaines, un sentiment autre que la rage et le désespoir commença à grandir en lui, l'espoir. Il se sentait moins comme une victime et plus comme un soldat en territoire ennemi attendant le signal pour lancer l'offensive. Alors qu'il était perdu dans ses pensées, son téléphone secret vibra silencieusement dans sa poche. Un message venait d'arriver sur l'application sécurisée, c'était le notaire. Le message ne contenait aucun texte, juste un lien internet. Le cœur de Léo se mit à battre plus vite. Il jeta un coup d'œil autour de lui pour s'assurer que personne ne le regardait, puis il cliqua sur le lien. Une page se chargea, demandant un mot de passe. Il réfléchit une seconde, puis tapa le seul mot qui lui venait à l'esprit, confiance. L'accès fut accordé. Sur l'écran de son téléphone apparut une image en direct, légèrement granuleuse. Il reconnut immédiatement la pièce. C'était le bureau de son père au siège de l'entreprise. Une caméra de surveillance cachée, et au milieu de l'image, Julien était assis derrière le bureau de leur père, parlant au téléphone, un air arrogant sur le visage. Léo augmenta le volume. Ce qu'il entendit à cet instant allait faire basculer l'épreuve en une véritable guerre. Ce n'était pas seulement une conversation, c'était la preuve dont il avait besoin, la première arme de sa vengeance. Le son de la voix de Julien, filtré par le haut-parleur du téléphone, était clair et arrogant. Léo écoutait, le souffle coupé, tandis que son demi-frère parlait à un interlocuteur inconnu. Oui, tout se passe comme prévu. Les investisseurs suisses sont ravis. On liquide les actifs les plus rentables de la boîte avant que le fisc ne mette son nez dedans. Brigitte s'occupe de falsifier les bilans. D'ici 3 mois, on aura vidé les comptes de l'entreprise et on sera loin, très loin de la France. Le vieil homme a été bien naïf de tout nous laisser. Et pour Léo, il est exactement là où il doit être, à la rue, en train de laver des assiettes. Il ne se doutera de rien. Un rire gras et satisfait conclut la conversation. Léo éteignit l'écran, le cœur battant à tout rompre. Ce n'était pas seulement de la cupidité. C'était une trahison totale, une destruction planifiée de l'héritage de leur père. La colère, froide et pure, envahit Léo, chassant les dernières bribes de chagrin. Le jeu avait changé. Ce n'était plus une question de survie, mais de justice. À partir de ce moment, la vie de Léo prit un double sens. Le jour, il était le plongeur invisible, l'ombre silencieuse qui subissait les humiliations sans broncher. Il endurait les regards méprisants, les remarques blessantes et la fatigue écrasante. Mais la nuit, dans le silence relatif du foyer, il devenait un stratège. Le téléphone secret était son arme, et l'information, ses munitions.
Chaque soir, il se connectait au flux vidéo du bureau de son père, enregistrant méticuleusement chaque conversation suspecte, chaque visite d'homme en costume coûteux qui ne figurait pas dans l'organigramme de l'entreprise. Il faisait des captures d'écran, des documents que Julien laissait traîner sur le bureau, des plans de liquidation d'actifs, des transferts bancaires vers des comptes offshore. Il créa un dossier crypté sur un cloud sécurisé, le nommant simplement le jugement. Son rôle de victime lui donnait un avantage inattendu. Personne ne se méfiait de lui. Un après-midi, alors qu'il livrait une commande pour le bistrot près du manoir familial, il vit Brigitte discuter avec un homme dans le jardin. Il se cacha derrière un buisson, activa l'enregistreur audio de son téléphone et capta leur conversation. Brigitte expliquait comment elle comptait sous-évaluer la valeur d'une filiale pour la vendre à une société écran appartenant à cet homme en échange d'une commission substantielle versée en liquide. Chaque mot était une preuve de plus. Il commença aussi à suivre de près les réseaux sociaux de Julien. Ce dernier, dans son arrogance, documentait sa propre chute. Des photos de liasses de billets avec la légende « L'argent appelle l'argent », des vidéos de soirées où il se vantait d'être plus malin que le système. Léo sauvegardait tout, chaque post, chaque story, chaque commentaire. Le portrait d'un criminel se dessinait, peint par le criminel lui-même. Cependant, la vie au foyer devenait de plus en plus dure. Le froid de l'hiver s'installait et la toux de Léo s'aggravait. Il était souvent affamé, gardant le peu d'argent qu'il gagnait pour payer l'abonnement de son téléphone secret. Un soir, il s'effondra presque de faiblesse au travail. C'est là qu'il rencontra Clara. Serveuse dans le même bistrot, elle le regardait depuis des semaines avec un mélange de pitié et de curiosité. C'était une jeune mère célibataire qui se battait pour joindre les deux bouts, son petit garçon, Tom, étant souvent malade. Voyant Léo trembler de fièvre, elle lui apporta discrètement un bol de soupe chaude après le service. « Vous devriez voir un médecin, » lui dit-elle doucement. Léo secoua la tête. « Je n'ai pas les moyens. » Et là, ça, ce soir-là, ils parlèrent pour la première fois. Léo ne lui raconta pas toute son histoire, mais il lui parla de sa famille, de son sentiment d'injustice. Clara l'écouta sans le juger. Elle comprenait ce que c'était que de se battre seule contre le monde. Leur amitié naissante devint une bouée de sauvetage pour Léo. Clara lui apportait parfois des restes du restaurant, et sa simple présence chaleureuse était un réconfort dans son monde glacial. Un jour, le petit Tom tomba gravement malade. Clara était désespérée. Elle n'avait pas assez d'argent pour acheter tous les médicaments nécessaires. Sans hésiter, Léo se rendit à un distributeur et retira une partie de ses précieux 1 000 €, les seuls fonds dont il disposait officiellement, et les lui donna. C'est pour Tom, dit-il simplement. Clara fondit en larmes, touchée par ce geste d'une générosité immense de la part de quelqu'un qui n'avait rien. « Je ne pourrai jamais vous rembourser, » sanglota-t-elle. Léo lui sourit tristement. « Aidez-moi simplement à obtenir justice. » À partir de ce jour, Clara devint sa complice. Sa position de serveuse lui donnait accès à des conversations qu'elle n'était pas censée entendre. Julien et ses amis étaient des clients réguliers et ils parlaient librement, ne prêtant aucune attention à la petite serveuse. Un soir, alors qu'elle les servait, elle laissa son téléphone sur le plateau, l'enregistreur activé. Elle capta ainsi une conversation WhatsApp vocale, où Julien, ivre, expliquait en détail à un ami comment il avait créé de fausses factures pour détourner des fonds de l'entreprise. C'était la pièce manquante du puzzle, la preuve directe de la fraude. Quand elle remit l'enregistrement à Léo, ses yeux brillèrent d'une lueur sombre. Le piège était presque prêt. Il avait les preuves financières, les enregistrements des complots, les aveux de Julien. Il avait un allié. Il avait la rage de vaincre. Un soir, alors qu'il archivait ses dernières trouvailles dans son dossier sécurisé, il reçut un message inattendu sur son téléphone secret. Ce n'était pas le notaire. C'était un numéro inconnu. Le message était court. « Ton père serait fier. Il est temps de passer à l'étape suivante. Rendez-vous demain à 14 h au Jardin des Curiosités.
Viens seul. Le message était signé D. Léo fronça les sourcils. D. La seule personne qu'il connaissait avec cette initiale était Monsieur Dubois, le plus vieil ami et associé de son père, un homme qu'il n'avait pas vu depuis l'enterrement. Le doute se mêla à l'excitation. Était-ce un piège? Ou était-ce le début de la contre-attaque? Il savait qu'il devait prendre le risque. Le lendemain serait décisif. Il avait accumulé assez de preuves pour envoyer sa famille en prison pour des années. Le moment de la vérité approchait, plus vite qu'il ne l'avait jamais imaginé. Le lendemain, le cœur battant d'un mélange d'appréhension et d'espoir, Léo se rendit au jardin des curiosités, un petit parc méconnu, offrant une vue imprenable sur Lyon. Il reconnut immédiatement la silhouette élégante de Monsieur Dubois, debout près du belvédère, contemplant la ville. Le vieil homme se retourna à son approche, et son visage, habituellement sévère, s'adoucit d'une lueur de compassion. « Léo, mon garçon, je suis désolé que tu aies dû endurer tout ça. Ton père, il avait ses raisons, des raisons que tu vas bientôt comprendre. » Il tendit à Léo une enveloppe épaisse. « Ton père m'a fait jurer de ne te la donner que si tu tenais bon, que si tu ne cédais pas au désespoir. Il voulait tester ton caractère, voir si tu étais digne de son véritable héritage. Il savait que Brigitte et Julien étaient rongés par la cupidité. Il a tout orchestré. » Léo ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur, il y avait une clé USB et une carte bancaire noire, sans nom ni limite. La clé contient l'original de son vrai testament, ainsi que des instructions. La carte est pour toi. Il est temps de reprendre ce qui t'appartient. Ce soir-là, Brigitte et Julien organisaient un grand gala de charité au manoir, un événement mondain destiné à redorer leur image et à célébrer leur nouvelle position de pouvoir. Ils voulaient honorer la mémoire de leur père, une mascarade cynique pour asseoir leur légitimité devant toute l'élite lyonnaise. Et pour parachever l'humiliation de Léo, ils avaient eu une idée particulièrement cruelle. Julien avait appelé le gérant du bistrot, usant de son influence, pour exiger que Léo soit envoyé comme serveur pour la soirée. C'était le piège parfait, le forcer à servir ceux qu'il avait spoliés dans la maison qui aurait dû être la sienne. Quand le gérant annonça la nouvelle à Léo, celui-ci sentit une vague de rage monter en lui, mais il la maîtrisa. C'était l'occasion rêvée. L'arène était prête, et les lions ne se doutaient pas que le gladiateur était armé jusqu'aux dents. Il accepta avec une humilité feinte, le regard baissé. Le soir du gala, le manoir brillait de mille feux. Les invités, vêtus de leurs plus beaux atours, sirotaient du champagne et échangeaient des banalités, ignorant le drame qui se jouait en coulisses. Léo, vêtu d'un uniforme de serveur mal ajusté et légèrement ridicule, se déplaçait parmi eux, un plateau à la main. Il était le fantôme du festin, invisible aux yeux de tous, sauf à ceux de Julien. Son demi-frère le suivait du regard, un sourire narquois aux lèvres, attendant le moment parfait pour son coup de théâtre. Ce moment arriva lorsque Léo passa près du groupe d'amis de Julien. D'un geste faussement maladroit, Julien le bouscula violemment. Le plateau vacilla, et des coupes de champagne se renversèrent sur le costume coûteux d'un invité et sur Léo lui-même, le trempant d'un liquide froid et collant. Un silence gêné s'installa, immédiatement brisé par le rire sonore de Julien. « Fais attention, l'ami. Ce n'est pas parce que tu vis dans un caniveau qu'il faut en ramener l'odeur ici. » L'humiliation était publique, brutale, totale. Les rires fusèrent, certains gênés, d'autres ouvertement méchants. Léo resta immobile un instant, le champagne dégoulinant sur son visage, les yeux fixés sur son demi-frère. Il sentait le sang battre à ses tempes. N'importe qui d'autre aurait crié, se serait battu, aurait fui. Mais Léo fit quelque chose de bien plus déstabilisant. Il sourit. Un sourire calme, presque serein. Il prit une serviette, s'essuya le visage et dit d'une voix parfaitement maîtrisée : « Toutes mes excuses, monsieur, je vais nettoyer ça. » Puis il se baissa pour ramasser les verres brisés, son calme olympien déconcertant l'assemblée. Julien, frustré de ne pas avoir obtenu la réaction escomptée, lui donna un coup de pied dans les côtes. « Dégage de ma vue,
minable. Léo se releva lentement, sans un mot, et se dirigea vers les cuisines, le dos droit. Il n'avait pas l'air d'un homme brisé, il avait l'air d'un homme qui attendait son heure. Dans le chaos des cuisines, il sortit discrètement son téléphone. Clara, qui avait réussi à se faire engager comme extra pour la soirée, le rejoignit. « J'ai tout vu. C'est un monstre. » Léo lui fit un signe de tête. « Je sais, mais c'est fini. » Il lui montra son écran. Il avait activé un transfert de fichiers. Le dossier, le jugement, avec toutes les preuves accumulées, vidéos, audio, documents, captures d'écran, était en train d'être envoyé simultanément à 3 destinataires. Maître Valois, le notaire, un journaliste d'investigation réputé, contacté par Monsieur Dubois, et une adresse e-mail de la brigade financière. Le transfert était presque terminé. « Reste près de la grande salle. Le spectacle va bientôt commencer, murmura-t-il. Il quitta ensuite les cuisines et se dirigea vers le petit bureau du rez-de-chaussée, celui que personne n'utilisait jamais. Il savait que les caméras de surveillance y étaient toujours actives. Pendant ce temps, Julien et Brigitte, grisés par leur triomphe, s'étaient retirés dans le grand bureau de leur père pour célébrer. Ils ne savaient pourtant pas que Léo, via son téléphone secret, pouvait non seulement voir, mais aussi enregistrer tout ce qui s'y passait. Ils sortirent une bouteille de whisky hors de prix. « À nous » trinqua Brigitte. « À la fin de Léo » ajouta Julien. Il sortit alors de son portefeuille une vieille photo de Léo enfant aux côtés de leur père, tous deux souriants. C'est la dernière chose qui reste de lui dans cette maison. Avec un sourire cruel, il alluma un briquet et mit le feu à la photo. Ils regardèrent si l'image se consumait, se tordant dans les flammes, le visage heureux du père et du fils se transformant en cendres. « C'est parfait, » murmura Brigitte. « Une fin symbolique. » Julien filma la scène avec son téléphone, prévoyant de l'envoyer à Léo plus tard pour le torturer un peu plus. Mais dans son ivresse, il fit une erreur fatale. Au lieu de l'enregistrer, il appuya sur le bouton « Partager » et envoya la vidéo par accident dans le groupe WhatsApp familial, un groupe que Léo n'avait jamais quitté. La notification vibra sur le téléphone de Léo au même moment où il regardait la scène en direct sur son propre écran. C'était la dernière pièce, la preuve ultime de leur cruauté. Le masque allait enfin tomber. Demain, ils ne riraient plus. Demain, ils apprendraient qui il était vraiment. La vidéo de la photo brûlée, vibrant sur l'écran de son téléphone, fut le signal. Pour Léo, ce n'était plus seulement une question de justice, c'était devenu personnel. Il n'avait pas seulement essayé de voler son héritage, il tentait d'effacer son existence même, de brûler les souvenirs de l'amour de son père. Tandis que les cendres de la photo retombaient dans le bureau cossu, Léo, caché dans l'ombre des cuisines, sauvegardait la vidéo et l'ajoutait au dossier « Le jugement ». La dernière pièce du puzzle était en place. Il quitta discrètement le gala, laissant derrière lui le bruit des rires et des verres qui trinquent, un son qui ressemblait désormais au conte à rebours de la chute d'un empire. Il passe le reste de la nuit non pas à dormir, mais à préparer l'assaut final. Assis sur son lit de camp au foyer, illuminé par la seule lueur de son téléphone secret, il ressemblait à un général planifiant sa bataille la plus décisive. Le plan, élaboré avec Monsieur Dubois et Maître Valois, était d'une simplicité audacieuse. Brigitte et Julien, se croyant désormais intouchables, avaient prévu leur coup de grâce pour le lendemain matin. Une conférence de presse au siège de l'entreprise pour annoncer la vente stratégique d'une filiale majeure, celle-là même dont Brigitte avait négocié la vente frauduleuse. C'était leur dernier grand vol, avant de disparaître avec des millions. Ils avaient invité toute la presse économique de Lyon, désireux de se présenter comme des génies des affaires. Ils ignoraient que cette conférence de presse serait bien la leur, mais pas de la manière dont ils l'imaginaient. Léo passa des heures à coordonner les derniers détails via des messages cryptés. Maître Valois confirmait avoir reçu le dossier complet et préparé les injonctions légales. Le journaliste d'investigation, un homme nommé Perrin,
répondit qu'il serait présent avec son équipe de tournage, prêt à diffuser en direct sur le site de son journal. Monsieur Dubois, usant de son influence, s'était assuré que plusieurs membres du conseil d'administration, loyaux à son défunt ami, seraient également présents. Clara, de son côté, avait pour mission de rassembler quelques employés du bistrot, témoins des humiliations subies par Léo, prêts à corroborer son histoire. Chaque pion était en place sur l'échiquier. Pendant que Léo tissait sa toile, Brigitte et Julien célébraient leur victoire anticipée. Après le départ des invités du gala, ils restèrent dans le grand salon, buvant le meilleur whisky de la cave. Ils étaient euphoriques, aveuglés par leur propre arrogance. « Demain nous serons riches, à ne plus savoir quoi faire de notre argent, déclara Brigitte en levant son verre. Et Léo, il sera encore en train de récurer des casseroles, se demandant ce qui lui est arrivé. Julien éclata de rire. Je lui ai envoyé la vidéo de la photo. J'attends encore sa réponse, le silence du lâche. Ils ne virent pas l'ironie tragique de la situation. Ils se sentaient invincibles au sommet de leur monde, sans se douter que les fondations de ce monde étaient sur le point de s'effondrer. Leur confiance était si totale qu'ils ne prirent même pas la peine d'effacer les traces de leurs méfaits, persuadés que personne n'oserait jamais les défier. À l'aube, Léo quitta le foyer pour la dernière fois. Il se rendit à un hôtel discret où Monsieur Dubois lui avait réservé une chambre. Pour la première fois depuis des mois, il prit une longue douche chaude, lavant la crasse et la fatigue accumulée. En se regardant dans le miroir, il vit un étranger. Le visage était émacié, marqué par les épreuves, mais les yeux brûlaient d'une détermination de fer. Ce n'était plus le jeune homme naïf et brisé du bureau du notaire. C'était un survivant, un guerrier. Monsieur Dubois lui avait fait livrer un costume sur mesure, d'une coupe impeccable, taillé dans un tissu sombre et élégant. En l'enfilant, Léo sentit le poids de l'uniforme de serveur s'évanouir, remplacé par l'armure du justicier. Il prit la carte bancaire noire, la glissa dans son portefeuille, à côté de la carte de visite suisse de son père. Il était prêt. Il passa la dernière heure, avant la conférence de presse, à relire le vrai testament de son père, que maître Valois lui avait envoyé en version numérisée. Les mots de son père étaient à la fois durs et aimants. Il y expliquait son plan. Le faux testament était un piège conçu pour révéler la vraie nature de Brigitte et Julien. Le vrai testament, lui, stipulait que si Léo parvenait à survivre 1 an par ses propres moyens, sans céder à la haine et en faisant preuve de caractère, il hériterait de 90% de la fortune et du contrôle total de l'entreprise. L'année d'épreuve s'était écoulée la veille, le jour du gala. Son père avait tout prévu. Il lui avait donné l'épreuve la plus difficile de sa vie, non pas pour le punir, mais pour le forger. Des larmes montèrent aux yeux de Léo. Des larmes non pas de tristesse, mais de gratitude et de compréhension. Il n'avait pas été abandonné. Il avait été préparé. Pendant ce temps, au siège de l'entreprise, la salle de conférence se remplissait. Les journalistes installaient leurs caméras, les investisseurs prenaient place. Brigitte et Julien arrivèrent, tout sourire, saluant la foule comme des vedettes. Ils s'installèrent derrière le podium, prêts à livrer leur discours mensonger. Julien jeta un coup d'œil à son téléphone. Vérifiant une dernière fois les notifications de son compte en banque, anticipant le virement de plusieurs millions d'euros qui suivrait la signature. Il était si absorbé par sa propre gloire qu'il ne remarqua pas la présence discrète du journaliste Perrin et de son caméraman, ni celle de maître Valois et monsieur Dubois qui s'installaient au fond de la salle. Il ne vit pas non plus Clara et quelques autres employés du bistrot entrer et se tenir près de la porte, leurs visages graves et déterminés. Le piège était refermé. Les prédateurs étaient devenus les proies. Dans quelques minutes, le monde entier allait découvrir la vérité. Léo, dans une voiture aux vitres teintées, garée de l'autre côté de la rue, regardait la scène sur son téléphone via la caméra de Perrin. Il prit une profonde inspiration. Il était temps de montrer la vérité au monde entier. Brigitte prit la parole la première.
son visage rayonnant d'une fausse modestie. Elle parla de l'héritage de son défunt mari, de leur engagement à poursuivre son œuvre, de leur vision pour l'avenir de l'entreprise. C'était un discours parfaitement rodé, rempli de mensonges polis. Julien prit ensuite le relais, détaillant les aspects financiers de la vente de la filiale, utilisant un jargon complexe pour noyer l'audience sous des chiffres inventés. Il était au sommet de son art, arrogant et sûr de lui. C'est à cet instant précis, alors qu'il concluait sa phrase par un sourire triomphant, que les grandes portes de la salle de conférence s'ouvrirent en grand. Le silence se fit. Tous les regards se tournèrent vers l'entrée. Léo se tenait là. Il n'était plus le plongeur aux vêtements usés, ni le serveur humilié. Vêtu de son costume sombre, le visage grave et déterminé, il dégageait une aura de puissance tranquille qui figea l'assemblée. À ses côtés se tenaient Maître Valois et Monsieur Dubois. Le sourire de Julien se fana, remplacé par une expression de pure incrédulité, rapidement suivie d'une lueur de haine. « Qu'est-ce que tu fiches ici ?» siffla-t-il, sa voix résonnant dans le silence. Brigitte devint blême. Léo ne répondit pas. Il s'avança calmement vers le podium, son regard ne quittant jamais celui de son demi-frère. Le journaliste Perrin fit un signe discret à son caméraman et la diffusion en direct commença, le visage de Léo apparaissant sur des milliers d'écrans à travers le pays. Arrivé au podium, Léo ne prit pas le micro. Il se tourna vers l'écran géant derrière la scène, celui sur lequel Julien projetait ses graphiques mensongers quelques instants plus tôt. « Maître Valois, si vous le voulez bien, » dit Léo d'une voix claire et forte. Le notaire appuya sur un bouton de sa tablette. L'écran changea. À la place des chiffres, apparut un document scanné en haute résolution. C'était une page d'un testament, avec la signature de leur père, parfaitement visible. Maître Valois prit alors un micro. « Mesdames et messieurs, ce que vous voyez est une clause secrète du véritable testament de Monsieur Renaud. Un testament qui stipule que son fils Léo devait passer une année dans des conditions modestes pour prouver sa force de caractère. S'il réussissait cette épreuve, qui s'est achevée hier soir, il hériterait de la direction de cette entreprise et de la majorité de sa fortune. Le document que madame et son fils ont utilisé est un faux, une version créée pour les tester. Ils ont échoué. » Un murmure stupéfait parcourut la salle. Brigitte se leva d'un bond. « C'est absurde. C'est un mensonge. » Mais sa voix tremblait. Léo prit enfin la parole, son calme, contrastant avec la panique grandissante de sa belle-mère. « Un mensonge, vraiment. Alors peut-être que ceci est aussi un mensonge. » Sur l'écran, le document fut remplacé par une vidéo. C'était l'enregistrement de la caméra cachée dans le bureau. On y voyait Julien parlant au téléphone de la liquidation des actifs et de sa fuite programmée. La voix de Julien, enregistrée, résonna dans la salle. On aura vidé les comptes de l'entreprise et on sera loin. Léo est exactement là où il doit être, à la rue. Le visage de Julien se décomposa. Il passe du rouge de la colère au blanc de la terreur. Les journalistes se levèrent, leurs appareils photos crépitant. L'écran enchaîna. Une autre vidéo, celle de Brigitte dans le jardin, négociant la vente frauduleuse. Puis l'enregistrement audio de Clara, où Julien se vantait de ses fausses factures. Chaque preuve était un clou de plus dans leur cercueil. Les invités les regardaient avec dégoût, les investisseurs avec fureur. Et ce n'est pas tout, continua Léo, sa voix implacable. L'écran afficha alors des captures d'écran des posts Instagram de Julien, ses photos arrogantes, ses commentaires cruels. Puis le coup de grâce. La dernière vidéo, celle qu'ils avaient filmée la veille au soir, l'image de la photo de Léo et de son père, se consumant dans les flammes, apparut en grand format. On entendit la voix de Brigitte murmurer « Une fin symbolique ». Un cri d'horreur étouffé s'éleva de l'assemblée. C'était la preuve ultime de leur cruauté, une profanation de la mémoire même de l'homme qu'ils prétendaient honorer. Brigitte s'effondra sur sa chaise, le visage entre les mains, secoué de sanglots qui n'avaient rien de sincère. Julien, lui, était paralysé, son visage une grimace de haine et de panique. C'est à ce moment que deux hommes en civil, discrets mais imposants, s'avancèrent vers le podium.
C'étaient des inspecteurs de la brigade financière. Brigitte Renaud, Julien Renaud, vous êtes en état d'arrestation pour fraude, falsification de documents, abus de biens sociaux et association de malfaiteurs, déclara l'un d'eux d'une voix neutre. La panique s'empara de Julien. Il tenta de fuir, de se frayer un chemin à travers la foule, mais il fut rapidement intercepté. Brigitte, elle, ne bougeait plus, comme pétrifiée par la rapidité de sa chute. Alors qu'on leur passait les menottes sous les flashs des photographes, leurs visages, déformés par la rage et l'humiliation, firent le tour du monde en quelques secondes. Le hashtag Justice pour Léo devint viral sur les réseaux sociaux. Léo resta debout, regardant la scène sans un mot. Il ne ressentait ni joie, ni triomphe. Juste un immense soulagement, comme si un poids énorme venait d'être retiré de ses épaules. Monsieur Dubois posa une main sur son épaule. « Ton père serait si fier de toi. » Clara, les larmes aux yeux, s'approcha et le serra dans ses bras. « Vous l'avez fait, » murmura-t-elle. Les membres du conseil d'administration, les employés et même certains journalistes se mirent à applaudir. Ce n'étaient pas des applaudissements polis. C'était une ovation, un hommage à son courage, à sa résilience. Léo, submergé par l'émotion, sentit des larmes couler sur ses joues pour la première fois depuis des mois, des larmes de libération. La vérité avait enfin éclaté, et rien ne serait plus jamais comme avant. La justice était rendue, mais pour Brigitte et Julien, ce n'était que le début de leur longue et douloureuse chute. L'arrestation de Brigitte et Julien en direct fut une onde de choc qui secoua non seulement Lyon, mais la France entière. La vidéo de la conférence de presse devint virale en quelques heures, accumulant des millions de vues. Le hashtag Justice pour Léo fut en tendance mondiale pendant plusieurs jours. L'histoire de Léo, le prince déguisé en pauvre, captiva le public. Ce n'était plus un fait divers, c'était un conte moderne sur la justice, la trahison et la résilience. Les conséquences pour Brigitte et Julien furent rapides et dévastatrices. Leur procès fut l'un des plus médiatisés de l'année. Accablés par les preuves irréfutables que Léo avait méticuleusement rassemblées, ils n'eurent aucune chance. Ils furent condamnés à de lourdes peines de prison ferme pour fraude aggravée, escroquerie et abus de confiance. Leurs biens furent saisis pour rembourser les dettes de l'entreprise et dédommager les actionnaires lésés. Le manoir familial fut vendu aux enchères. De leur empire, il ne restait que des ruines et la honte publique. Leur nom, autrefois synonyme de réussite, était devenu un symbole de cupidité et de déshonneur. Pour Léo, la vie prit un tournant radical. Du jour au lendemain, il passa du statut de paria à celui de héros. En tant que légitime héritier, il prit la tête de l'entreprise de son père. Mais il ne le fit pas avec arrogance. Son année passée dans la rue lui avait appris l'humilité et la valeur de chaque personne, quel que soit son statut. Sa première décision en tant que PDG fut de mettre en place un programme de participation au bénéfice pour tous les employés, des cadres supérieurs aux agents d'entretien. Il nomma Clara directrice des ressources humaines, reconnaissant son intelligence, sa loyauté et sa compassion. Avec les fonds récupérés, il créa la Fondation Renaud, une organisation caritative dédiée à aider les familles monoparentales en difficulté et à financer les soins médicaux pour les enfants malades en hommage au petit Tom. Il n'oublia jamais le foyer qu'il avait accueilli, ni le bistrot qui lui avait donné du travail. Il fit des dons généreux, s'assurant que ceux qu'il avait aidés dans ses heures les plus sombres soient récompensés. L'histoire de Léo et Clara se transforma en une belle romance, fondée sur le respect mutuel et les épreuves partagées. Quelques années plus tard, ils se marièrent lors d'une cérémonie simple et élégante, entourés de leurs vrais amis. Ils adoptèrent le petit Tom, lui offrant la famille stable et aimante qu'il méritait. L'histoire de Léo eut un retentissement international. Netflix produisit une mini-série à succès inspirée de son parcours, et son autobiographie, intitulée Le Testament du stratège, devint un best-seller mondial. Il fut invité à donner des conférences dans les plus grandes universités,
non pas pour parler de business, mais pour parler de caractère, de résilience et de l'importance de ne jamais juger un livre à sa couverture. Aujourd'hui, 3 ans plus tard, l'entreprise Renault est plus prospère que jamais, reconnue pour son éthique et son engagement social. Léo n'est pas seulement un PDG, il est devenu un symbole d'espoir, la preuve vivante que la vérité finit toujours par triompher. Il a transformé la plus grande épreuve de sa vie en sa plus grande force, honorant la mémoire de son père, non pas en accumulant des richesses, mais en bâtissant un monde un peu plus juste. Cette histoire nous rappelle que la justice existe encore dans ce monde. Quelles leçons avez-vous tirées de ce récit? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Nous adorons lire vos pensées et vos propres expériences. Et devinez quoi? Une autre histoire bouleversante arrive dans quelques jours, encore plus dramatique et inspirante que celle-ci. Alors, si ce n'est pas déjà fait, assurez-vous de vous abonner à cette chaîne et d'activer la cloche de notification pour être le premier à la découvrir dès sa mise en ligne. Si cette histoire vous a ému, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime. Cela nous aide énormément à faire découvrir ces récits de justice à d'autres personnes qui en ont besoin. Et surtout, partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille, car on ne sait jamais qui a besoin d'entendre ce message d'espoir aujourd'hui. Parfois, une seule histoire peut changer la perspective de quelqu'un sur la vie. Merci infiniment d'avoir suivi ce voyage émotionnel avec nous. À très bientôt pour une nouvelle histoire qui vous touchera droit au cœur.